70% exigé et 48 heures. L'ultimatum tombe. Derrière la neutralité d'un télégramme, on propose une liquidité immédiate, mais on réclame aussi le contrôle durable de l'or, du travail local, des recettes publiques et même de la marge diplomatique. Que change pour les rues et les chancelleries le choix d'Ibrahim Traoré quand chaque minute pèse? Dans la nuit du Sahel, une discussion technique devient un ultimatum existentiel, et l'équilibre du Burkina Faso commence à trembler, non seulement dans les chiffres, mais dans la confiance collective qui tient un État debout quand les décisions administratives produisent déjà des répercussions régionales visibles. Cette séquence ne promet ni révélation spectaculaire, ni récit héroïque. Elle propose autre chose, comprendre, sans emphase, ce qui se joue quand un État enclavé arbitre sous contrainte extrême. En clair, en 10 à 15 minutes, on peut comprendre comment une décision chiffrée déplace des équilibres économiques, juridiques et sociodurables. En 10 à 15 minutes, saisir comment une décision chiffrée peut déplacer des équilibres économiques, juridiques et sociodurables. Les enjeux sont élevés, car chaque option ouvre un coût immédiat et une opportunité de long terme mesurable. Accepter l'ultimatum soulage la trésorerie mais fige une architecture héritée. Le refuser préserve la capacité de décider au prix de tensions synchronisées. Ce récit avance avec une règle simple. Décrire les mécanismes réels, suivre leurs effets et éviter toute spéculation. Il s'agit d'observer comment des contrats anciens, des dettes accumulées et des concessions minières interagissent lorsqu'un seuil est franchi. Dans ce cadre, la position d'Ibrahim Traoré sert de point de convergence plutôt que de symbole. En filigrane, l'objectif reste simple, éclairer un choix contraint et ses conséquences, afin que chacun comprenne ce qui est réellement en jeu. 2 chiffres suffisent à verrouiller la négociation avant même qu'elle ne commence. 70% exigés, 48 heures imposées. Derrière l'apparente neutralité administrative du message, la contrainte est conçue pour forcer un arbitrage irréversible et non pour ouvrir un espace de discussion. Ce point de départ change la lecture de toute la séquence. L'ultimatum ne porte pas uniquement sur l'or, mais sur un enchevêtrement plus large de dettes extérieures accumulées, de concessions minières anciennes et d'accords tacites hérités de plusieurs décennies. Présenté comme une question technique, il agit en réalité comme un test de structure. Vérifier si l'État acceptera de sacrifier une marge de décision durable contre un soulagement budgétaire immédiat. Depuis des années, le Burkina Faso tente pourtant d'ajuster cet héritage. Des révisions contractuelles partielles ont été engagées, la transparence de certains sites renforcée et une redistribution limitée amorcée. Vu de l'extérieur, ces mouvements semblent modestes. Dans le contexte sahélien, ils modifient cependant des rapports longtemps considérés comme immuables. Les analystes évoquent alors un risque de rupture, tandis que la presse régionale parle d'un rééquilibrage progressif. C'est dans cet environnement que la pression s'accélère. L'ultimatum arrive à un moment où les marges sont déjà étroites, et où chaque concession supplémentaire risquerait de verrouiller définitivement les possibilités de réforme. Pour Ibrahim Traoré, la question cesse d'être comptable. Elle devient chronologique. Que se passe-t-il si l'État cède maintenant et que restera-t-il à corriger demain? Et c'est là que se dessine discrètement un point décisif. La décision compressée dans un délai extrême n'est pas un événement isolé, mais l'aboutissement d'une architecture héritée. Comprendre ce contexte permet de dépasser l'opposition simpliste entre prudence et audace, et d'entrer dans la mécanique réelle d'un choix sous contrainte. Le récit prend corps, loin des tableaux macroéconomiques, à travers des scènes concrètes où la contrainte devient immédiatement tangible. Dans l'ouest du pays, un ingénieur des mines décrit une vulnérabilité précise. Des sites stratégiques où l'information circule plus vite que les décisions, exposant le contrôle opérationnel à des fuites, à des anticipations d'entreprises étrangères et à des mouvements irréversibles. Son constat est sobre. L'hésitation coûte parfois plus cher que l'action, car elle ouvre des brèches invisibles. Un second éclairage vient de l'économiste intégré à l'équipe. Elle montre que les ajustements engagés les années précédentes ont déjà modifié certains flux internes, provoquant des inquiétudes chez des partenaires habitués à des accords plus favorables. Cette tension silencieuse
explique pourquoi l'ultimatum n'est pas formulé comme une négociation classique. Il vise à tester la capacité du pays à tenir une ligne au premier seuil critique. La juriste replace chaque élément dans une chronologie rigoureuse. Des clauses anciennes, longtemps perçues comme dormantes, peuvent redevenir actives si l'État réaffirme son autorité administrative. À ses côtés, un officier chargé des zones sensibles signale des mouvements inhabituels près de plusieurs sites aurifères, indice que certains acteurs anticipent déjà une réponse plus ferme que prévue. Lorsque Ibrahim Traoré impose que chaque variable soit déconstruite, comparée puis replacée dans le temps, la pression change de nature. Elle cesse d'être émotionnelle pour devenir méthodique. L'impact précoce est clair, le temps devient l'ennemi principal, et la souveraineté se mesure d'abord à la capacité d'agir avant que l'inertie ne décide à la place du politique. Avant l'ultimatum, la séquence suit encore un rythme administratif classique. Les échanges sont techniques, fragmentés, et s'inscrivent dans une temporalité longue, faite de notes, de tableaux comparatifs et de consultations successives. Les équipes savent que la renégociation des équilibres miniers est sensible, mais rien n'indique encore une rupture imminente. Le cadre reste celui d'ajustement progressif où chaque décision peut être corrigée au cycle suivant. Puis vient l'activation. Le télégramme impose un changement brutal de registre. 70%, 48 heures. La contrainte n'est pas négociable et le calendrier est fermé. À partir de cet instant, le temps cesse d'être une ressource. Il devient une pression. Les scénarios élaborés sur plusieurs mois doivent être compressés en quelques heures. L'ultimatum agit comme un révélateur, mettant en lumière toutes les vulnérabilités accumulées par des décennies de concessions asymétriques. La montée vers le point culminant est silencieuse mais rapide. Dans les couloirs du palais, l'analyse cède progressivement la place à l'exécution. Les priorités sont redéfinies sans communication publique. Sécuriser les zones minières sensibles, verrouiller les flux d'informations, suspendre les échanges non protégés. L'objectif n'est pas l'escalade, mais la réduction immédiate des brèches révélées par la contrainte extérieure. Chaque mesure est pensée comme réversible, mais cohérente avec une éventuelle rupture. Le climax survient avant l'aube, des ordres brefs circulent et plusieurs sites stratégiques passent sous contrôle renforcé. Les autorisations de certaines sociétés sont suspendues avec effet immédiat. Les systèmes d'accès numérique sont temporairement bloqués afin d'éviter toute extraction ou transfert à distance. Cette séquence marque un seuil irréversible. Même sans déclaration officielle, la décision est déjà engagée dans les faits. Le calendrier diplomatique est dépassé par une logique opérationnelle. Les premières répliques apparaissent rapidement. Sur le terrain, les ingénieurs tentent de joindre leurs sièges ou leurs ambassades, souvent sans succès. Dans les marchés régionaux, l'information circule de manière fragmentée, alimentant rumeurs et anticipations. À Ouagadougou, les radios locales relaient les événements avec prudence, évitant les superlatifs, mais signalant que quelque chose a changé. Le récit quitte les salles fermées pour entrer dans l'espace public. C'est à ce moment qu'Ibrahim Traoré intervient brièvement. Le message est court, sans emphase, et vise la clarté plutôt que l'adhésion émotionnelle. Il rappelle que la dette ne peut dicter l'avenir d'un pays qui cherche à reconstruire ses marges de décision. Cette prise de parole ne déclenche pas la séquence, elle la valide. Elle donne un cadre lisible à ce qui est déjà en cours et fixe une ligne pour l'administration comme pour la population. En fin de journée, les effets secondaires se multiplient, les chancelleries étrangères réagissent par des appels pressants, qualifiant la situation de crise potentielle. Les analystes évoquent une onde régionale inattendue. Dans les rues, des rassemblements spontanés apparaissent, mêlant inquiétude et espoir, sans mot d'ordre officiel. La chronologie est complète. Activation soudaine, montée silencieuse, bascule opérationnelle et première répercussion visible. À partir de là, la rupture n'est plus hypothétique. Elle s'inscrit dans une trajectoire que le pays devra désormais assumer. Avant l'ultimatum, la structure d'endettement extérieur du Burkina Faso se situe autour de 5,6 milliards de dollars. Après le refus, l'écart apparaît immédiatement entre un allègement comptable potentiel et la perte durable de contrôle sur la principale source de valeur nationale.
Ce passage du niveau de départ à l'écart projeté montre que la liquidité immédiate améliore un bilan à court terme, mais réduit la capacité de décision sur plusieurs cycles budgétaires. Un deuxième indicateur éclaire le cœur du système productif. La production aurifère annuelle avoisine 85 tonnes, ossature discrète de l'économie nationale. Avant la crise, près des 2/3 de ces volumes échappent encore au contrôle direct de l'État, conséquence de concessions fragmentées et de circuits d'exportation hérités. Après la reprise administrative de plusieurs sites, la variation attendue ne repose pas sur une hausse miraculeuse des volumes, mais sur une recentralisation progressive des flux existants. Chaque tonne, mieux suivie, modifie l'équation budgétaire sans créer de dépendance nouvelle. Le troisième chiffre introduit la dimension du coût immédiat. Les projections techniques internes anticipent une contraction du PIB d'environ moins 3,2% sur la première année. Cette baisse n'est ni dissimulée ni relativisée. Elle correspond à un pays enclavé qui réorganise brutalement ses circuits logistiques, financiers et diplomatiques. Le delta observé transforme toutefois ce chiffre négatif en signal de transition. Une perte conjoncturelle peut devenir un investissement structurel si elle renforce l'autonomie des ressources stratégiques. Autour de ces pivots se dessinent des indicateurs secondaires. Les premières estimations suggèrent une hausse potentielle de 22% des recettes minières publiques au trimestre suivant la reprise opérationnelle des sites concernés. L'importance de ce chiffre tient moins à sa précision qu'à sa direction. Il indique un déplacement de la source des recettes, désormais davantage lié à des mécanismes internes qu'à des transferts conditionnés. Un autre signal, plus discret, concerne les modes de transaction. Sur plusieurs mois, la part des échanges réglés en francs CFA recule légèrement au profit de paiements bilatéraux ou locaux. Le mouvement reste modeste, mais il traduit une tentative mesurée de réduire l'exposition aux dépendances monétaires externes sans provoquer de rupture systémique. Pris ensemble, ces éléments chiffrés composent un langage commun. Ils permettent de suivre les tensions à venir, d'identifier les marges réelles de manœuvre et de comparer les coûts assumés aux gains potentiels. Dans cette lecture froide, Ibrahim Traoré n'est pas évalué à l'aune d'un discours, mais à celle de variations mesurables, surveillées et assumées. La souveraineté cesse alors d'être un principe abstrait pour devenir une suite d'écarts comptables, chacun porteur de risques précis et d'opportunités conditionnelles. Deux lectures antagonistes s'imposent dès que la décision devient publique, chez chacune reposant sur une logique cohérente qu'il serait réducteur d'écarter d'un revers de main. La première, portée par des acteurs pragmatiques et certains partenaires financiers, considère le refus de l'ultimatum comme un pari excessivement risqué. Selon eux, un État enclavé, historiquement dépendant d'alliances logistiques, monétaires et diplomatiques extérieures, ne peut absorber sans dommage un choc aussi frontal. Leur raisonnement est linéaire. Moins d'accès aux circuits établis signifie davantage de vulnérabilité face aux sanctions ciblées, à la spéculation et aux ruptures d'approvisionnement. Les précédents régionaux alimentent cette crainte, montrant comment des revendications de souveraineté mal amorties ont parfois accéléré l'affaiblissement économique. La seconde lecture adopte une logique inverse. Pour ses partisans, l'exigence de 70% révèle un déséquilibre ancien, entretenu par des concessions rarement renégociées. Accepter l'ultimatum aurait, selon eux, verrouillé durablement toute possibilité de réforme engagée depuis plusieurs années. Ils soulignent que les premiers signaux observables après le refus confirment cette analyse. Reprise d'autorité administrative sur certains sites, recentralisation partielle des flux et amélioration projetée des recettes publiques. Dans cette perspective, le risque principal ne réside pas dans la rupture elle-même, mais dans la perpétuation d'un modèle extractif jugé rigide et asymétrique. Une troisième approche analytique cherche à dépasser cette opposition binaire. Des universitaires et analystes régionaux proposent de lire la séquence comme une expérience à ciel ouvert, ou révélant les limites structurelles d'un modèle économique imposé au Sahel depuis plusieurs décennies. Ils notent que la réaction internationale, mêlant pression diplomatique
et ajustements de marché indiquent déjà que la décision teste des mécanismes longtemps considérés comme immuables. Dans ce cadre, la position d'Ibrahim Traoré ne relève ni de l'héroïsme ni de l'imprudence. Elle agit comme un révélateur. Elle force chaque camp à confronter ses hypothèses à des données observables plutôt qu'à des principes abstraits. Le débat cesse alors d'être idéologique pour se recentrer sur une question vérifiable. Quel coût réel un État accepte-t-il d'assumer et pour quelle trajectoire afin de reprendre la maîtrise de ses ressources stratégiques ? Ce qui apparaissait comme un face-à-face national révèle soudain une architecture plus large. Longtemps resté hors champ, derrière la fermeté affichée, une coordination régionale informelle commence à prendre forme, fondée sur un principe simple, la défense mutualisée des ressources stratégiques. Cette information, d'abord évoquée à voix basse, modifie immédiatement l'équation. La décision n'est plus isolée et le risque d'isolement anticipé se reconfigure. Dans plusieurs capitales voisines, les signaux se synchronisent, les déclarations publiques restent prudentes, mais les échanges s'intensifient, les calendriers sécuritaires s'ajustent et certains mécanismes de coopération accélèrent discrètement. La crise change d'échelle, ce qui semblait être une épreuve solitaire devient un test collectif de crédibilité régionale. La pression extérieure ne disparaît pas, mais elle se redistribue. Pour Ibrahim Traoré, ce basculement ne crée pas un rapport de force nouveau. Il révèle celui qui était déjà en gestation. La coordination réduit la vulnérabilité immédiate, tout en augmentant la responsabilité politique de chaque choix. L'erreur ne serait plus individuelle, elle deviendrait partagée. À ce point précis du récit, l'ultimatum cesse d'être l'enjeu central. Il devient un déclencheur. La véritable question se déplace, la souveraineté peut-elle s'organiser collectivement au prix d'une discipline commune et de risques assumés ? La réponse n'est pas encore donnée, mais le cadre a changé. Les effets de la bascule se lisent d'abord dans les institutions publiques, où l'impact est organisationnel avant d'être symbolique. La reprise d'autorité sur les sites miniers impose une discipline nouvelle. Chaîne de commandement raccourcie, reporting plus fréquent et primauté donnée aux indicateurs opérationnels plutôt qu'aux annonces non politiques. Les administrations doivent absorber une charge accrue dans un délai réduit, ce qui génère des frictions internes, mais clarifie aussi les responsabilités. Cette phase d'ajustement révèle un État sous tension, contraint d'apprendre en marchant, mais capable de produire des décisions exécutoires malgré la pression extérieure. La cohérence administrative devient alors un critère de crédibilité aussi important que les chiffres publiés. Pour les entreprises, la recomposition est immédiate et contrastée. Certaines sociétés étrangères gèlent leurs opérations, redoutant un précédent régional et une incertitude juridique prolongée. D'autres, en revanche, explorent des partenariats fondés sur la copropriété, le transfert de compétences et des cadres contractuels plus équilibrés. Cette dynamique ne se traduit pas par une hausse instantanée de l'investissement. Elle modifie la nature des discussions. Le marché ne condamne pas la décision. Il cherche à en mesurer la stabilité et la prévisibilité. Cette attente silencieuse devient un test de crédibilité à moyen terme, où chaque signal administratif compte autant qu'un communiqué officiel. Du côté de la population, l'effet est moins spectaculaire, mais plus diffus. Dans les villes comme dans les zones rurales, la décision est perçue avant tout comme un signal de réappropriation. Des évolutions modestes apparaissent. Intérêt accru pour les formations techniques liées aux mines et à la logistique. Multiplication des débats locaux sur l'usage des recettes publiques et premier signe d'un ralentissement de l'émigration économique. Ces tendances restent fragiles et inégales. Elles indiquent néanmoins un changement de perception. La figure d'Ibrahim Traoré y joue un rôle de catalyseur, non par omniprésence discursive, mais comme point de référence d'une ligne tenue sous contrainte. À l'échelle régionale et internationale, les conséquences deviennent lisibles dans les flux. Les circuits d'exportation de l'or commencent à se réorganiser, entraînant une baisse mesurable des volumes transitant par certains ports ouest-africains. Les chancelleries ajustent leur discours, oscillant entre prudence et fermeté, tandis que des institutions financières régionales
évoquent des mécanismes de coopération jusque-là jugés irréalistes. Le Burkina Faso cesse d'être un cas isolé pour devenir un indicateur avancé d'une possible reconfiguration sahélienne. Pris ensemble, ces 4 cercles montrent que la décision n'a pas produit un choc unique, mais une série de déplacements. Chaque acteur, public ou privé, local ou extérieur, est contraint de recalibrer ses attentes. La conséquence majeure n'est donc pas la rupture elle-même, mais l'obligation collective de composer avec une trajectoire désormais visible, assumée et observée en continu. À mesure que la phase aiguë s'estompe, l'enjeu n'est plus de commenter la rupture, mais d'en projeter les trajectoires plausibles à partir des dynamiques déjà observables. Les équipes d'Ouagadougou ne cherchent pas à prédire l'avenir. Elles délimitent des marges de manœuvre réalistes. Ils sont conscientes que chaque option comporte des coûts différés. 3 scénarios structurent cette lecture sans hiérarchie idéologique, mais selon leur cohérence opérationnelle. D'abord, une trajectoire plausible serait celle de la stabilisation. La ligne est tenue sans élargissement rapide, la coordination régionale demeure active mais prudente, les sites miniers sécurisés fonctionnent sous une gouvernance plus centralisée et les partenariats avancent lentement, sous conditions. La croissance reste contrainte par les ajustements logistiques et diplomatiques, mais elle cesse de se dégrader. Dans cette hypothèse, le coût initial est absorbé au prix d'une discipline continue. L'État ne gagne pas immédiatement en confort budgétaire, mais il consolide sa capacité de décision et réduit l'incertitude interne. Ensuite, c'est une trajectoire plus favorable pourrait prendre la forme d'un effet d'entraînement régional. La coopération sahélienne s'approfondit sur certains axes précis, sécurité des sites, infrastructures partenariales partagées, mécanismes financiers coordonnés. Des acteurs extérieurs acceptent des cadres plus équilibrés, fondés sur la copropriété et le transfert de compétences. Les diasporas jouent un rôle d'amortisseur, finançant des initiatives éducatives et productive. Dans ce cas, la décision initiale portée par Ibrahim Traoré dépasse son cadre national. Elle devient un précédent structurant, transformant une contrainte subie en levier collectif, à condition que la discipline commune soit respectée dans la durée. A l'inverse, une trajectoire défavorable pourrait naître d'une intensification des pressions. Des sanctions ciblées, sanant des retards logistiques et une spéculation accrue fragilisent l'économie. L'inflation complique le quotidien des ménages, certains partenaires suspendent leurs engagements et la cohésion interne est mise à l'épreuve. Chaque erreur de pilotage amplifie alors les effets négatifs, réduisant rapidement les marges d'ajustement. Dans cette configuration, la rupture n'échoue pas par principe, mais par accumulation de tensions mal amorties. Face à ces trajectoires, une règle de navigation s'impose. À la demande d'Ibrahim Traoré, les décisions sont évaluées non selon le gain immédiat, mais selon leur résilience à 12 mois. Si une mesure améliore la trésorerie aujourd'hui, mais fragilise la capacité d'agir demain, elle est écartée. Cette approche n'élimine pas le risque, elle en redéfinit simplement le cadre, soit en privilégiant la cohérence temporelle sur la réaction instantanée. Pour mesurer ce que cette crise signifie concrètement, il faut quitter les salles de décision et observer comment 3 espaces de la vie collective absorbent les effets du choix initial. Chacun révèle une réception différente, mais tous participent à la solidité ou à la fragilité de la trajectoire engagée. Dans la vie quotidienne, l'impact se traduit d'abord par une vigilance accrue. Les annonces publiques sont suivies avec attention, non par intérêt politique abstrait, mais pour comprendre comment les ressources sont gérées et pourquoi certains ajustements exigent des efforts de temporaire. Les discussions de quartier intègrent progressivement des notions auparavant techniques, comme la dette, la redistribution ou les contrats miniers. Cette appropriation reste incomplète, parfois confuse, mais elle marque un déplacement réel. Les décisions nationales cessent d'être perçues comme marpiasmi, comme lointaines ou réservées aux experts. Dans les milieux professionnels, la transition agit comme un révélateur de priorités. Les secteurs liés aux mines, à la logistique et aux services techniques voient émerger de nouvelles opportunités, tandis que d'autres subissent la pression d'une réorganisation rapide. Les travailleurs partagent une interrogation commune.
comment transformer une contrainte conjoncturelle en amélioration durable. Cette question ouvre un espace pragmatique où la montée en compétences locales et la formation deviennent des leviers centraux pour réduire la dépendance aux expertises extérieures. Enfin, dans la société civile et les espaces éducatifs, cinquièmement, la séquence devient un objet d'analyse collective. Associations, universités et collectifs citoyens organisent des débats structurés sur la souveraineté, la cohérence des réformes et les modèles économiques possibles. Cette dynamique ne produit pas un consensus, mais un apprentissage partagé. À la croisée de ces trois espaces, une conclusion s'impose. Personne n'est simple spectateur. Chacun contribue à son échelle à la capacité du pays à tenir une ligne exigeante sans rompre, sous l'attention constante portée à la trajectoire incarnée par Ibrahim Traoré. Pour éviter que la décision ne reste un geste ponctuel, une feuille de route précise et progressivement mise en place, fondée sur des actions mesurables, assignées et limitées dans le temps. L'objectif n'est pas d'accélérer à tout prix, c'est de convertir la rupture initiale en une stabilité durable, capable de résister à des pressions prolongées sans perdre de cohérence. D'abord, il s'agit de sécuriser intégralement les sites miniers stratégiques. Des unités mixtes assurent une présence continue avec un indicateur simple, aucune extraction ni transfert non autorisé dans les rapports mensuels. Cette règle, austère mais vérifiable, vise à fermer définitivement les brèches révélées par l'ultimatum et à restaurer une chaîne de responsabilité claire. Ensuite vient la révision contractuelle et fiscale. Les concessions existantes sont réexaminées selon des critères de transparence, de redistribution locale et de conformité juridique. Chaque trimestre, des bilans intermédiaires évaluent l'écart entre la valeur produite et l'intérêt national. Ici, dont la mesure compte davantage que l'annonce, car elle permet des ajustements progressifs sans rupture brutale. Puis, la modernisation des circuits financiers s'impose comme une étape logique. Un système de paiement national interconnecté aux réseaux régionaux est déployé par étapes successives. Le succès n'est pas jugé sur l'innovation technologique, mais sur l'augmentation progressive des transactions internes sécurisées, suivies à intervalles réguliers. Parallèlement, l'éducation économique collective devient un levier central. Des modules pédagogiques expliquent simplement la dette, les ressources et les flux commerciaux. Leur intégration dans les cursus et les médias publics devient un indicateur central, garantissant une compréhension partagée des enjeux. Enfin, la coopération régionale horizontale se formalise par des accords accompagnés de tableaux de suivi semestriels. À la demande d'Ibrahim Traoré, cette feuille de route repose sur une idée directrice. La souveraineté ne se proclame pas. Elle se vérifie étape après étape dans la cohérence des actes. 1 an après l'ultimatum, les visages qui occupèrent la petite salle fermée réapparaissent dans l'espace public. L'économiste au ton posé, l'ingénieur des mines, la juriste formée localement et l'officier chargé des zones sensibles observent désormais une situation moins tendue, mais toujours fragile. Leur présence rappelle que la première réponse à la pression extérieure n'a pas été un geste spectaculaire. Elle avait été un travail méthodique, construit dans l'urgence, mais pensé pour durer. Sur une estrade sobre, Ibrahim Traoré s'exprime brièvement. Il ne célèbre ni victoire ni rupture définitive. Il rappelle un chemin fait de décisions expliquées, assumées et mesurées dans le temps. Le propos est dépouillé, presque austère, mais il trouve un écho parce qu'il correspond à ce qui a été vécu depuis la nuit de l'ultimatum. La cohérence, plus que la posture, devient le fil conducteur du récit. La phrase centrale, reprise ensuite dans les conversations, tient en peu de mots « protéger ce qui appartient au pays ». Elle agit comme un rappel plutôt que comme un slogan. Elle renvoie au télégramme initial, à la compression du temps et au choix de ne pas déléguer l'avenir à une simple équation comptable. Dans ce retour au motif d'origine, une idée s'impose avec calme. La stabilité obtenue ne relève ni du miracle, ni de l'improvisation. Elle repose sur une continuité d'efforts partagés qui a permis de tenir une ligne exigeante sans rompre lorsque la contrainte était maximale. À mesure que la séquence se referme, un constat s'impose sans emphase. L'histoire racontée ici ne s'achève pas avec une décision présidentielle, mais avec une dynamique collective encore en construction. Dans les marchés, les écoles et les administrations, le vocabulaire change.
La souveraineté n'est plus seulement invoquée comme un principe abstrait, elle devient une pratique quotidienne faite de choix modestes, de contrôles réguliers et d'une attention soutenue aux conséquences réelles. Rien n'exige une mobilisation spectaculaire. L'essentiel se joue ailleurs, dans la capacité à observer les effets concrets, à comprendre les arbitrages et à accepter que la stabilité se bâtisse par ajustements successifs plutôt que par déclaration définitive. Cette phase demande moins d'enthousiasme que de lucidité. Elle suppose de suivre les trajectoires, d'en mesurer les écarts et d'en corriger les angles morts lorsque nécessaire. Dans ce cadre, la trajectoire engagée sous Ibrahim Traoré reste ouverte. Elle peut se consolider, se corriger ou se fragiliser selon les choix à venir et la vigilance collective. La question finale n'est donc pas institutionnelle ni idéologique, elle est civique. Quelle place chacun souhaite-t-il prendre concrètement dans cette histoire encore en mouvement ?